Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bibliojuriste dédiée à la littérature juridique et qui s'adresse principalement aux étudiants en droit, mais aussi à toute personne curieuse de comprendre les rouages du droit à travers les livres. Si vous voulez comprendre le pouvoir, la politique et l'art de gouverner, vous devez lire Machiavel. Aujourd'hui, on va explorer ensemble son chef-d'œuvre, Le Prince. Nicolas Machiavel écrit ce traité de philosophie politique pour Lorenzo de Médicis, un puissant prince italien, pour l'aider à consolider son pouvoir. La date de publication était en 1532. C'est un manuel pratique qui délaisse la morale traditionnelle pour une approche pragmatique et parfois controversée de la politique. La question clé ici est: un prince doit-il être aimé ou craint? Si vous aimez explorer les grands classiques et comprendre leur lien avec le droit, abonnez-vous à Bibliojuriste et retrouvez-moi pour d'autres ouvrages passionnants. L'ouvrage de Machiavel est destiné à conseiller les dirigeants sur la manière d'acquérir, de maintenir et de consolider le pouvoir. Un ouvrage célèbre pour son réalisme et son pragmatisme qui marque une rupture avec la pensée politique idéale et utopique de son époque. Il est divisé en 26 chapitres, où Machiavel débute par une dédicace au jeune Laurent, petit-fils, c'est le petit-fils de Lorenzo de Médicis, surnommé Lorenzo le Magnifique, pour lui offrir des conseils sur l'art de gouverner. Alors, on va résumer chapitre par chapitre. Comme ça, on aura une lecture structurée de l'œuvre. Aussi, vous trouverez dans la description un petit résumé. Le premier chapitre parle des types de principautés, où Machiavel distingue deux types de gouvernement: les républiques, non abordées dans cet ouvrage, et les principautés, divisées en héréditaires, c'est-à-dire transmises par succession et qui sont plus simples à gouverner car les traditions y sont établies, et les principautés nouvelles, acquises par conquête ou autres moyens et qui demandent plus de travail et de compétences politiques pour asseoir l'autorité, car elles nécessitent des réformes ou une adaptation pour maintenir la stabilité. Dans le deuxième chapitre, Machiavel parle des principautés héréditaires qui sont les plus stables car les sujets sont habitués à la famille régnante et où les rébellions sont rares et faciles à contenir. Dans ce cas, le prince doit préserver les coutumes, les traditions et les institutions pour maintenir la loyauté et éviter les révoltes. Et il donne l'exemple de la dynastie des Médicis en Toscane. Dans le troisième chapitre, l'écrivain parle des principautés mixtes qui résultent de l'annexion d'un territoire à un État existant et qui sont souvent instables à cause des différences culturelles ou juridiques. Alors Machiavel recommande d'habiter dans le territoire conquis pour mieux le contrôler, d'éliminer l'ancienne famille dirigeante si elle menace le pouvoir et d'adapter les lois, la culture pour gagner la confiance des habitants tout en respectant les lois et les coutumes locales. Il donne l'exemple de la conquête de Milan par Louis VII de France. Puis au chapitre 4, Machiavel parle des principautés acquises par conquête et analyse deux types de gouvernement monarchique. Le premier centralisé, par exemple l'Empire ottoman, où un seul dirigeant contrôle tout, donc difficile à conquérir, mais stable après conquête, car le pouvoir est centralisé. Le deuxième type est les gouvernements monarchiques féodaux, par exemple la France, et où les nobles influents ayant leur propre pouvoir. Facile à conquérir, mais instable car les nobles peuvent se rebeller. Machiavel donne pour conseil au prince de renforcer son autorité en centralisant le pouvoir. Au chapitre 5,
Il traite les États libres conquis ou les républiques conquises. Machiavel distingue les républiques comme des territoires rebelles et difficiles à gérer, et il propose 3 solutions. Les détruire complètement, comme Rome l'a fait avec Carthage par exemple, puis d'y résider en personne pour surveiller la population. Ensuite, permettre aux institutions de subsister, mais sous surveillance. Car les républiques ont une mémoire collective de liberté, ce qui les rend plus difficiles à soumettre. Au 6e chapitre, Machiavel parle des nouveaux princes par vertu aux principautés par vertu et précise que les princes qui accèdent au pouvoir grâce à leurs vertus, courage, intelligence, adaptabilité, stratégie, peuvent maintenir leur règne et stabiliser un État, surmonter les obstacles, créer de nouvelles institutions et imposer de nouvelles lois, et donne l'exemple de Moïse, Cyrus le Grand ou Romulus. Et au 7e chapitre, il parle des nouveaux princes par fortune, c'est-à-dire les princes qui obtiennent le pouvoir par chance ou aide extérieure, comme César Borgia, et qui a consolidé son pouvoir par des alliances et des actes de cruauté calculée, et qui a été soutenu par le pape Alexandre VI. Ces princes sont vulnérables, leur position est instable s'ils ne consolident pas leur pouvoir par des actes ou des actions concrètes. Se débarrasser des soutiens devenus inutiles et inspirer à la fois respect et crainte. Le chapitre 8 aborde le sujet des principautés obtenues par crime ou cruauté et stipule que les princes qui accèdent au pouvoir par des moyens immoraux comme la trahison ou la violence doivent bien utiliser la cruauté qui doit être ponctuelle mais non excessive pour maintenir la stabilité. C'est-à-dire que Machiavel justifie l'usage de la violence si elle garantit la stabilité à long terme, mais sans engendrer la haine des sujets. Et il donne l'exemple d'Agathocle de Syracuse qui a massacré ses opposants. Et au 9e chapitre, l'écrivain entame les principautés civiles ou le pouvoir grâce au soutien populaire et précise que 2 forces soutiennent un prince. Les notables ou l'élite qui cherchent souvent à manipuler le prince pour leur propre intérêt, ce qui est dangereux car ils sont plus ambitieux et susceptibles de trahison. Et le peuple plus loyal qui souhaite simplement éviter l'oppression, et là le prince doit chercher à être soutenu par son peuple car c'est une base solide pour maintenir le pouvoir. Le chapitre 10 parle de la puissance militaire et la défense. Un prince doit se préparer à la guerre et ne jamais dépendre d'alliances extérieures. Les cités doivent être bien fortifiées et les armées bien formées pour garantir la survie du prince, même en temps de crise. C'est-à-dire qu'un État doit être autosuffisant pour durer et avoir une armée nationale qui est plus fiable qu'une armée mercenaire. Au chapitre 11, Machiavel parle des États ecclésiastiques ou religieux comme les États pontificaux qui bénéficient de la foi et de la crainte divine et qui sont rarement contestés grâce à leur légitimité spirituelle. Cependant, ils ne servent pas d'exemple pour un dirigeant laïque, car le pouvoir dépend de la foi, et là il donne l'exemple du pouvoir durable des papes à Rome. Au 12e et 13e chapitre, Machiavel parle des armées qui peuvent être nationales, et c'est les plus efficaces et loyales, ou mercenaires peu fiables et coûteuses, motivées uniquement par l'argent, ou encore auxiliaires qui sont dangereuses car elles servent les intérêts d'un autre pouvoir. Et là, il insiste sur l'importance des armées nationales pour un prince. Le succès d'un État repose sur la force militaire et non sur des traités ou des promesses. Un prince sans armée est comme un État sans fondation. Puis au chapitre 14, l'écrivain parle de l'art de la guerre, qui est primordial pour un prince. Cela garantit le respect et la paix et la préparation en cas de conflit.
Donc, l'étude des stratégies militaires doit être faite même en temps de paix, et un prince doit être un modèle de discipline pour ses soldats. Du chapitre 15 au 21, Machiavel mentionne les qualités du prince et rejette les idéaux moraux traditionnels. Un prince ne doit pas être forcément bon. Il doit savoir être cruel, rusé ou généreux si cela sert ses intérêts. Mais trop généreux peut ruiner et il est préférable d'être vu comme avare et garantir en même temps la prospérité de l'État. Un prince aussi vaut mieux être craint que d'être aimé sans être haï. La cruauté, si utilisée avec modération et justesse, peut être bénéfique. Il ajoute que la ruse, comme un renard, et la duplicité servent aussi un prince s'il sait les utiliser pour protéger son État avec la force en parallèle, comme il doit maintenir en plus une apparence de justice et respecter les biens des citoyens pour ne pas engendrer leur haine et leur méprise. Au contraire, un bon prince doit gagner la confiance et la loyauté des sujets et doit cultiver sa réputation et chercher à accomplir des actes remarquables et éviter de s'associer avec des causes impopulaires pour maintenir l'appui de ses sujets. En fait, un prince doit être flexible, juste, rusé et pragmatique. Chapitre 22. Les conseillers. Le choix des conseillers est crucial. Ils doivent être compétents et fidèles et un prince doit écouter leurs conseils, mais toujours garder le contrôle des décisions. Au chapitre 23, Machiavel conseille les princes d'éviter les flatteurs et encourager les avis honnêtes, car les flatteurs cherchent à obtenir leur faveur, ce qui est un piège dans les cercles de pouvoir. Un prince doit cultiver une capacité d'écoute limitée, mais efficace, et doit décider par lui-même. Et puis, du chapitre 24 à 26, Machiavel entame les défis du pouvoir. Pour lui, les princes tombent et perdent leur pouvoir à cause de leur incompétence ou de leur incapacité à s'adapter aux circonstances, et aussi de leur imprudence. Beaucoup d'entre eux comptaient sur la chance, fortuna, ou sur des forces externes, mercenaires ou alliés. Les princes doivent anticiper les problèmes et s'armer pour les affronter. Une mauvaise préparation conduit inévitablement à la chute. Machiavel ajoute que la fortune contrôle la moitié des événements humains, mais l'autre moitié dépend des choix et des actions des hommes. Un prince doté de vertus peut limiter l'impact de la fortuna en anticipant les défis et en s'adaptant rapidement aux circonstances. Machiavel compare la fortune à un fleuve en crue. Elle est destructrice s'il n'est pas contenu, mais un prince avisé construit des digues pour s'en protéger. Il conclut que les princes audacieux et capables de changer leur comportement selon les situations sont ceux qui maîtrisent le mieux la fortuna. L'hésitation ou l'excès de prudence peuvent mener à l'échec. Et il termine avec un appel patriotique pour unifier l'Italie et son peuple épuisé par la domination étrangère sous un dirigeant courageux et visionnaire, et montre son pragmatisme politique tout en soulignant son désir de voir une Italie forte et unifiée. Cet ouvrage a suscité de nombreuses critiques morales et accusé de cynisme et d'immoralisme. Des critiques politiques concernant le rejet de la démocratie et l'encouragement du despotisme et d'autorité, et aussi des critiques philosophiques et de rejeter les fondements de la philosophie politique classique de Platon et Aristote par exemple, basés sur la vertu et le bien commun, en se concentrant sur une vision pessimiste de la nature humaine. Des critiques aussi théologiques qui l'accusent d'athéisme
et d'instrumentalisation de la religion. Mais beaucoup de penseurs voient que ce manuel est un chef-d'œuvre en sciences politiques et une analyse lucide des mécanismes du pouvoir et que Machiavel ne faisait que décrire la réalité politique de son époque et aussi applicable aujourd'hui. Machiavel est vu comme un visionnaire visant l'aide des dirigeants en reconnaissant les complexités du monde réel. Voilà, merci d'avoir écouté, à la prochaine vidéo.